Aujourd'hui, nous allons discuter de la transformation digitale de notre tissu industriel local. Pour cela, j'accueille l'ENE, l'association des experts du numérique en entreprise, représentée par Alban Carnavos, qui en est le responsable du pôle industrie, et Alban Flacha, qui est chef de projet numérique. Christian Fargère, en tant que partner Shift en charge du conseil auprès des PMI dans la réduction de leur dette IT, participe également à cet échange. Messieurs, c'est quoi les sujets qui ressortent de façon très forte en ce moment? Est-ce qu'il y a plus d'actualité en termes de besoins de digitalisation côté PMI en Auvergne-Rhône-Alpes? Ouais, il y a quand même un cœur dans le réacteur du programme, on va dire une thématique qui revient souvent, qui est pour moi la première étape de maturité, qui est le RP, d'en changer soit par obsolescence, soit parce qu'on n'en a pas. En suivant les tailles de boîte, on a souvent un petit mix, un millefeuille, comme on aime le dire, de tableaux Excel, de base Access, et j'en passe. Et généralement, nous, c'est effectivement là où on a l'impact le plus fort et où on voit venir le tout venant sur quelles sont les premières étapes pour me digitaliser. Ça va être un benchmark ou une cartographie sur une version plus macro avec un schéma directeur. Après, on a quand même quelques petits effets de mode aussi, de thématiques. On avait une grosse vague qui s'est un peu tarie, mais moins sur la cybersécurité en courant 2023 jusqu'à fin 2023, je dirais. C'est toujours un sujet important pour nous, il est toujours couvert, mais je pense qu'il y a un peu moins d'effervescence. Là, bien entendu, aujourd'hui, le sujet sur lequel que les boîtes veulent saisir, c'est l'IA et l'intégration de l'IA pour trouver des pistes d'optimisation. Et c'est une petite musique qu'on entend des fois de je voudrais trouver des pistes via l'IA. Voilà, ça c'est l'effet de mode. Après, voilà, je dirais que vraiment le gros reste encore sur la feuille de route de transformation numérique, indépendamment de la technologie. Puis à la marge de ça, on a toujours quelques petits sujets plus exotiques sur des technos ou des besoins spécifiques. Ça me fait penser à ce qu'on appelle, nous, la dette technique. Christian, finalement, c'est des situations de dette technique dans lesquelles sont ces PMI. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On a souvent introduit notre accompagnement sur la dette technique. Alors la dette technique, on parle d'obsolescence, évidemment, de progiciels qui n'ont pas été upgradés depuis très très longtemps, et donc d'autres solutions qui ont été mises pour pallier à la difficulté de faire évoluer ces solutions. Deux solutions infra qui sont plus à jour. Là, on a en l'occurrence beaucoup d'AS400 de chez IBM qu'il faut enlever parce qu'ils ne sont plus maintenus. Donc les contrats de maintenance ne sont plus là. Donc effectivement, c'est souvent un sujet sur lequel on arrive en disant votre dette technique, elle ressemble à quoi? Et les dirigeants des entreprises, parce que c'est quand même notre population, nous disent dette technique, ça ne me dit pas grand-chose. Et quand on affiche ce que ça veut dire, dette technique, ils disent c'est nous. Donc voilà, donc chaque fois, on part sur ce sujet-là et on arrive à dire comment nous allons résorber votre dette technique et comment nous allons la piloter, la maîtriser. Parce que c'est pas parce qu'on va mettre un progiciel qu'on va l'enlever complètement. Une société, c'est là pour vivre et c'est là pour évoluer. Et donc son applicatif est là pour accompagner la vie de la société sous les meilleures formes, qui soient sur leur marché compétitif et puis qui ça puisse leur permettre de pivoter facilement sur d'autres problématiques. On voit aussi aujourd'hui l'accélération du secteur industriel. Il faut vraiment avoir un système d'information qui soit agile et qui puisse permettre de pivoter rapidement et d'être les meilleurs. On n'a pas le droit d'être en deuxième position, on doit être les meilleurs. Souvent, on accompagne des industriels qui sont leaders sur leur marché ou qui sont pas loin d'être leaders sur leur marché. C'est des petites niches qui ont une résonance dans le monde assez intéressante. Et c'est rarement national, c'est souvent international. Est-ce que tu aurais un exemple en 2-3 minutes pour nous expliquer à quel moment on a pu arriver sur une problématique de dette technique, ce qu'on a pu faire en termes d'accompagnement et puis où on en est aujourd'hui chez un de ses clients? Ouais, on a une belle société qu'on accompagne aujourd'hui qui a 4 sites de production dans le monde. Et
sur ces 4 sites de production, il a 4 systèmes d'information. Parce qu'il y a eu des rachats, parce qu'il y a des constructions, de mise en place de logiciels qui ne sont pas allés au bout. Donc aujourd'hui, par exemple, on a une des sociétés, c'est plutôt Excel qui pilote la société. Une société de 250 personnes au Portugal. Alors on va dire que la main-d'œuvre pour pouvoir remplir des tableaux Excel c'est moins coûteux au Portugal qu'en France, mais quand même. Alors c'est des sociétés qui sont bien gérées. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, le patron de ce consortium d'entreprises, il a des difficultés à consolider l'ensemble des données qu'il a dans ces entreprises pour pouvoir faire en sorte d'agréger tout ça et de savoir si ces boîtes gagnent de l'argent ou pas d'argent. Et puis, s'il doit changer d'orientation, il est embêté. Donc, on les a accompagnés. Donc, on a fait un schéma directeur des systèmes d'information en prenant en compte l'ensemble de la base installée. Et puis là, on a designé la feuille de route pour dérouler cette transformation digitale, mais de l'ensemble de ces usines, pour faire en sorte de consolider l'ensemble des systèmes d'information et de les piloter via la holding du groupe. Voilà. Et donc dans cette année 2025, on va faire en sorte de finaliser le cahier des charges pour mettre un ERP en place et puis les autres logiciels dont il aura besoin, peut-être un MES, peut-être une GMAO, etc., etc., pour faire en sorte de consolider tout ça. Et fin 2025, ils vont choisir l'ERP du groupe pour le déployer sur 2026, 2027, voire 2028. D'accord, c'est vrai que ces projets ERP ne sont pas des projets anodins, c'est des projets qui sont au cœur du système d'information de l'entreprise. Donc ça prend un peu de temps, c'est quand même un budget, c'est un investissement important, presque plus important qu'un appareil industriel en 2025, à l'heure où on se parle. C'est clairement ça, et je vous ai donné cet exemple de société parce que c'est une société qui a bien noté la dimension de prendre son temps par rapport à ce genre de sujet. On a accompagné des entreprises qui nous ont dit « Nous, on aimerait bien avoir déployé en 8 mois un ERP pour des petites PME, PMI. » Et on s'aperçoit qu'on continue la vente pendant les travaux et on met du stress pour les équipes internes du client. Et puis, on va mettre aussi du stress dans la relation entre l'éditeur intégrateur et le client. Ce qui est très mauvais parce que quand on choisit un ERP, on ne choisit pas un ERP pour les 3 ans qui viennent. On choisit un ERP pour les 15 ans qui vont venir. Donc, il faut avoir une relation qui soit pérenne. Donc, ceux qui ont pris la réalité du temps long qu'il faut pour ce genre de sujet, c'est ceux qu'on aime bien accompagner parce qu'au moins, c'est réaliste et pragmatique. Oui, le temps long et puis aussi... Je compléterai avec les justes moyens associés au projet parce qu'on a besoin pour dérouler ces projets de mobiliser des ressources internes de l'entreprise, les sachants, les experts métiers, les experts fonctionnels, et c'est normal, mais tu l'as dit Christian, ces personnes-là, elles ont aussi une activité métier à réaliser au quotidien, et si on veut sécuriser quelque part le bon fonctionnement d'un projet, il faut leur allouer un temps dédié, et c'est ça le plus difficile, d'allouer un temps dédié. Donc nous, en tant que cabinet de conseil, on peut pallier jusqu'à un certain moment, quelque part, ce manque de ressources ou ce manque de mobilisation des métiers, mais à un moment donné, on s'arrête parce que les décisions, les arbitrages en termes de processus ou de choix stratégiques de l'entreprise, c'est à ces gens-là de les prendre et ils doivent être supportés par leur direction. Surtout que dans un projet de déploiement, il y a le déploiement, donc la partie je vais déployer la solution, avec des rôles qu'on n'aura pas dans les rôles qui vont continuer dans le maintien en condition opérationnelle. Le rôle de PMO, le rôle de business analyst, le rôle de change manager, les rôles qui sont sur les recettes applicatives et les recettes métiers des logiciels. Tous ces rôles-là, on les a pour le temps du projet. Une fois que le projet est terminé, c'est fini. Par contre, comme tu disais Damien, tous les rôles clés de key user, de référent métier, de référent applicatif, ceux-là, ils doivent perdurer. Donc c'est ceux-là qu'il va falloir mettre en avant pendant le déploiement pour que ça continue après, lorsque le logiciel sera déployé. Maintenir en condition opérationnelle et continuer à faire évoluer son système d'information. Parce que ce n'est pas parce qu'on a fini le déploiement que ça ne se poursuit pas. Sur le numérique, au sens large, c'est pas une science exacte. Il y a un peu d'humain dans l'histoire, quand même. C'est ça. Il y a un peu de techno, mais donc forcément, la conduite du changement, c'est ce que tu évoques, est quand même assez importante et qui est effectivement pas forcément bien prise en compte toujours dès le départ. C'est l'effort à fournir et puis l'énergie, au-delà de l'énergie, puis aussi
les ressources à y consacrer. Donc la dimension humaine elle est quand même très importante dans ces projets numériques. On a tendance à l'oublier, mais la techno n'est pas là pour résoudre tous les problèmes. Merci pour votre écoute. J'espère que cet instant digital vous a apporté un éclairage utile. Pour toute question ou feedback, n'hésitez pas à nous envoyer un email sur contact@shift.fr. Merci.